Parlons de l'enseignement supérieur et je l'ai dit tantôt, Monsieur Thierno Hamidou Diallo, chef de cabinet du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation est déjà sur ce plateau. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour, plutôt Monsieur Ba, mais comme vous êtes un Diallo, je peux vous l'accorder. Alors là, c'est Talibé qui vous a transformé en Diallo ce matin. En tout cas, nous, on est tout fiers, tout contents. Il n'y a pas de problème, je suis preneur. Ça aurait fait un bas de moins dans le studio. En tout cas, très sérieusement, toutes nos excuses. C'est bien entendu Thierno Hamidou Ba. Très bien, merci beaucoup Monsieur Diallo. Bien. Bienvenue dans cette émission, on parle enseignement supérieur, cabinet, première question. Alors Monsieur Ba, nous avons constaté cette semaine une grève qui a été déclenchée par le syndicat de l'enseignement supérieur. Nous apprenons qu'un protocole d'entente a été trouvé. Est-ce qu'on peut véritablement savoir quelles sont en réalité les dissensions entre le ministère et le syndicat et comment êtes-vous parvenu à trouver une solution à ce problème-là? Merci beaucoup Monsieur Fofana. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous dire bonjour. C'est réellement un plaisir pour moi d'être physiquement ici aujourd'hui, parce qu'il vous souviendra qu'à 2 reprises, je pense que je suis intervenu dans vos différentes émissions. Absolument. Et qu'aujourd'hui, physiquement, je peux être avec vous dans ce studio que j'ai tant regardé. Donc c'est pour moi un grand honneur. Donc je dis bonjour à Monsieur Lincoln, bonjour à Monsieur Ba, à Monsieur Emmanuel, Madame Girassi, Monsieur Fofana, Monsieur Diallo. Merci, bonjour. Et un bonjour à Monsieur Abakar Diallo qui n'est pas avec nous, mais Absolument. dont je félicite et je loue un peu les prouesses au sein de nos différents médias. Merci une fois encore. Et donc on commence par le sujet le plus chaud avant de faire le bilan de votre secteur. Il l'a évoqué tout à l'heure, cette crise-là, cette grève qui a donc marqué nos campus ces derniers jours. Oui. Effectivement, vous avez raison. En fait, vous savez, l'enseignement supérieur a un syndicat autonome qui est affilié à la CNTG. Ce syndicat, on l'appelle communément le SNAESUR. Donc, c'est le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui nous a saisis depuis quelques jours, je pense le 6 juillet, d'un préavis de grève portant sur 11 points. Donc nous avons reçu le préavis de grève, nous avons pris note de ces différents points. Et comme il est de coutume à l'enseignement supérieur, le dialogue, la discussion, le consensus, l'inclusion et la transparence qui sont un peu les leitmotifs du management aujourd'hui de Dr Diaka, nous avons adressé un courrier à nos chers partenaires, parce qu'on les appelle partenaires du syndicat. On comprend un peu ce qu'ils sont dans le système, l'importance qu'ils ont dans ce système-là, et c'est eux et nous qui allons pouvoir vraiment régler un certain nombre de problèmes dans nos institutions. Donc nous avons pris ça très bien, nous les avons accueillis, nous les avons invités le 13 juillet au département, nous avons eu des échanges. J'ai envie de vous arrêter un peu là-dessus parce que vous avez parlé comme de méthode de travail du Dr Diaka, le dialogue, en tout cas toutes les méthodes apaisantes. Mais sauf que de l'autre côté, on dit que c'est une, je veux dire, elle est apparemment très fermée au dialogue, c'est ce qu'on dit. Est-ce que ça c'est vrai ou pas? Parce qu'il s'est dit que c'est après un bon bout de temps que vous avez finalement ouvert vos portes à ces messieurs. Bon, très bien, j'allais en venir parce qu'en réalité il fallait qu'on comprenne la raison qui peut pousser ceux qu'on appelle communément nos partenaires à aller à un préavis de grève. Donc nous les avons reçus le jeudi 13 juillet au département et nous n'avons pas manqué, à travers le secrétaire général Dr Fassine Conté, mon cher jumeau qui m'accompagne ici dans nos locaux. Donc nous n'avions pas manqué à ce jour-là de leur témoigner, de leur dire notre étonnement face à ce préavis de grève qui était incompréhensible pour nous, encore une fois. Parce qu'en réalité, nous n'avons jamais été fermés. Et nous avons expliqué par A plus B à tous les camarades syndicalistes qui étaient venus ce jour-là que, en réalité, le département ne peut pas être fermé. Bien. N'a jamais été fermé. Tout ce qu'ils ont un peu brandi, tout ça, bon, nous n'allons pas revenir là-dessus. Mais nous avons
tout simplement pris notre responsabilité, parce qu'il est de notre responsabilité. Vous ne les avez reçus qu'après le déclenchement du mot d'ordre. Et en amont, ils vous auraient interpellé sur toutes ces choses-là. Non, ils n'ont pas été reçus. Le département n'a jamais reçu un courrier officiel avant le déclenchement de la du grève. syndicat pour demander à ce qu'on les reçoive pour des questions de l'enseignement supérieur. Jamais un courrier officiel. Cependant, ces camarades syndicalistes sont, comme je vous l'ai dit encore une fois, nous les considérons comme ils sont toujours dans le département. Bien. Sur la plateforme revendicative de 13 points. Voilà, de 13 points. Qu'est-ce que vous retenez? Bon, justement, en fait, ils ont énuméré un certain nombre de points, les 11 points. Le premier point, c'est-à-dire le point le plus chaud sur lequel ils voulaient insister, c'était sur la signature sans délai d'un statut spécial pour l'enseignement supérieur. Le deuxième point sur lequel ils insistaient un peu, c'était sur la question des contractuels, parce que en réalité, dans une ancienne administration, il y avait eu une espèce de consensus qui s'était dégagé et il avait été demandé, d'après ce protocole-là, que des contractuels soient engagés, qu'on appelle les homologues. Ces homologues-là ont été engagés, l'engagement a été fait, même le protocole d'avril 2022 en fait foi. Dans la résolution dit que l'engagement a été fait. Mais le syndicat a estimé à l'époque, donc on était loin d'être encore une fois au département, le syndicat a estimé qu'il y a eu des personnes qui ont été omises ou qui ont été volontairement lésées. D'accord. Et que des recteurs ou des directeurs d'institutions auraient tout simplement usé de quelques stratagèmes pour mettre un peu les leurs dans le lot. Ce qui fait de facto qu'il y aurait une catégorie d'homologues qui n'auraient pas été engagés à ce moment-là. Bien. Nous avons compris ça, parce qu'encore une fois, il est de notre responsabilité de trouver des solutions. Le troisième point, je vais me passer des 11, mais le troisième sur lequel ils insistaient vous partez vraiment... du premier point au troisième point. Là, c'était le deuxième par rapport à l'engagement. Le troisième point, c'était le respect de l'autonomie des institutions d'enseignement supérieur. Là-dessus, nous les avons écoutés, nous avons demandé qu'est-ce qu'ils entendent par respect de l'autonomie et nous avons évacué tous ces points. Le quatrième point, c'est l'inscription et la réinscription des étudiants au niveau des institutions d'enseignement supérieur. Là aussi, le constat il est clair. Vous savez, on s'inscrit à travers le département dans une logique vraiment de gestion efficace de notre base de données. Aujourd'hui, la pléthore qu'il y avait dans nos institutions d'enseignement supérieur, nous avons la responsabilité de maîtriser cet effectif. Et il faut forcément passer par la dématérialisation des process. La réinscription a toujours été dévolue aux institutions. L'inscription, par contre, les gens sont passés les dernières fois par la plateforme Goupol d'orientation en ligne et les syndicats demandent à ce que ça revienne aux institutions. Nous sommes d'accord là-dessus, il n'y a pas de débat, mais nous avons posé des conditions pour que les institutions, les recteurs et directeurs généraux s'engagent à faire vraiment en sorte que tout ce qu'on a combattu ne revienne pas. Le cinquième point, c'est par rapport à l'orientation des bacheliers dans les départements langue anglaise, sociologie, lettres modernes à l'université de l'Abbé. Là aussi, ils demandent que des étudiants soient orientés là-bas, qu'il y aurait des professeurs qui sont là-bas et d'ailleurs, par prolongement, ils sont allés même jusqu'à l'université de Zérékoré. Et là aussi, nous nous sommes entendus sur le fait que l'orientation des étudiants dans ces institutions, ce n'est pas un problème en soi. Mais nous sommes encore une fois dans une logique de qualité. Il y a de ces programmes aujourd'hui, il va falloir sincèrement, objectivement, qu'on fasse le point de ces programmes. C'est pour cette raison. De leur pertinence de leur et surtout de leur débouché. Avec le marché de l'emploi. Parce qu'en réalité, vous le savez aussi bien que nous, la plupart de nos étudiants qui vont dans des départements X ou Y, la plupart du temps sortent et deviennent des sans-emploi. Et c'est cette tendance que nous avons voulu changer à travers un point dont je reviendrai un peu plus tard au niveau de la direction générale. En tout cas, nous, on a mis professeur de philosophie sur nos diplômes. Et puis voilà, on vous libère comme... Mais encore une fois, ce qui est important de savoir, c'est qu'au niveau du département, nous avons lancé un vaste programme de réforme des programmes. Il vous souviendra qu'après les journées de concertation qu'on avait organisées à l'arrivée, c'était l'une des recommandations phares. Et aujourd'hui, le projet il est très avancé, les experts sont sur le terrain, internationaux. Nous allons voir. Et l'ANAQ, qui est l'autorité nationale d'assurance qualité, va nous dire est-ce que ces programmes-là ont toujours le droit de citer. Mais qu'à cela ne tienne, jusqu'à ce que cette
ce diagnostic et puis ces résultats-là soient obtenus, nous nous sommes entendus que cette année, nous allons encore ouvrir toutes les orientations vers ces différentes facultés-là, du moment où on aura cette année vraisemblablement aux alentours de 25 000 étudiants que nous devrons vraiment recevoir, contrairement à 9 000 environ l'année dernière. Le point numéro 6, c'est par rapport à la régularisation de la situation administrative des engagés de 2005 à 2015. Là aussi, on leur a dit, chers amis, chers collègues, ce sont des situations que nous héritons. La régularisation de la situation administrative ne dépend pas du département en entier. Tout ce que nous faisons, c'est de ne pas bloquer des dossiers au sein du département et de faire un soit transmis à qui de droit et d'en faire le suivi. On s'est entendu que tous les dossiers qui doivent être remontés par le SNESUR eux-mêmes, les dossiers qu'ils estiment avoir des problèmes d'hiérarchie, des trucs comme ça, qu'ils nous remontent ces dossiers-là et que nous nous engageons encore une fois, même si c'est toujours le cas, à les transférer auprès du ministère du Travail et de la Fonction publique qui est le département habilité à tout ce qui est régularisation administrative. Le 7e point, pour aller rapidement, il demande qu'il y ait le financement par le ministère des voyages d'études, des enseignants chercheurs et chercheurs, des colloques, les conférences et j'en passe. Là aussi, vous avez suivi avec nous. Depuis l'année dernière, il y a une amplification du programme 1000 PhD, 5000 masters que le département essaie vraiment de mettre en avant de toutes les réformes pour que les enseignants que nous avons aujourd'hui, les enseignants-chercheurs, se forment. Parce qu'on ne peut pas aller sans la qualité. Ça, on est catégorique là-dessus. Tout ce qui va nous permettre de reculer en termes de qualité, nous ne sommes pas prêts à faire des concessions là-dessus. C'est pour cette raison que là encore, on leur a dit, prenez en compte le 4e appel à candidature lancé dans le cadre de la formation de formateurs. C'est très clair. Ça prend en compte le nombre d'enseignants qui ont été financés, que ce soit pour au niveau master, au niveau doctorat, au niveau post-doctoral, parce que cette fois-ci, nous prenons même en compte les projets de recherche. Bien. C'est que nous voulons vraiment aller dans ce sens. Ils ont compris et puis il n'y avait pas vraiment un feu en la demeure dans ce sens-là. Le point numéro 8, c'est la promotion des enseignants-chercheurs aux grades académiques par les 2 voies. Là, le département est catégorique. C'est-à-dire, nous sommes dans ce qu'on appelle les grands ensembles. Par les 2 voies, c'est-à-dire? Par les 2 voies, la voie nationale et la voie du CAMES. Entendez par là le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur qui regroupe 19 pays. 19 pays. La Guinée ne peut pas évoluer en vase clos. La Guinée ne peut pas à elle seule se dire non. Qu'est-ce qu'eux ils demandent? Eux, ils demandent que tous les enseignants, ceux qui veulent se reclasser au niveau national, qu'ils aient la possibilité de le faire au niveau national, et ceux qui veulent aller au CAMES aient la possibilité d'aller au niveau du CAMES. Mais sur ce plan-là, on leur a expliqué que cette histoire de promotion, pour que les auditeurs peut-être comprennent, vous savez, quand on finit la licence, ceux qui ont la chance de faire un master font le master. À ce moment-là, ils ont un diplôme de master. Une fois qu'ils ont le diplôme de master, s'ils veulent maintenant évoluer en grade, ils font une thèse. C'est le premier palier. Cette thèse leur donne un peu le titre, après la soutenance de la thèse et tout, ils obtiennent un diplôme de doctorat. On appelle les PhD, etc. Ils deviennent docteurs. C'est le premier palier pour le haut niveau dans l'enseignement et la recherche. Et c'est à partir de ce niveau qu'ils deviennent assistants. Donc, ils sont reclassés assistants. À l'université. Oui, ils sont reclassés assistants à partir du doctorat. Et ce reclassement-là, c'est au niveau national que ça se fait. Parce que c'est la Direction générale de l'enseignement supérieur, à travers toutes les facultés et tout, il y a un process qui est bien défini, qui font en sorte qu'ils soient reclassés au niveau national. Donc le reclassement par la voie nationale est effectif. Par ailleurs, une fois que la personne devient assistant, a le titre d'assistant, pour les autres, c'est-à-dire pour la promotion en grade, nous ne pouvons pas vivre en vase clos. Il faut aller se frotter à nos collègues, il faut aller vraiment être évalué par un jury qui ne vous connaît pas, qui ne connaît pas vos parents, qui ne connaît absolument rien de vous, qui ne connaît que le dossier que vous avez déposé. Donc, et aujourd'hui, il faut reconnaître que le CAMES, la Guinée est revenue dans cette instance, une instance
internationale qui est la plus grande. On ne peut pas aller. On a organisé 2 sessions du conseil consultatif et du conseil général en Guinée. Le secrétaire général du CAMES, le nouveau professeur Souleymane Konaté, nous a accompagnés à travers la Semaine nationale de la recherche et de l'innovation que nous avons organisée pour une première édition. La Guinée doit revenir au sein des grands ensembles pour encore une fois la qualité. Et les 2 derniers points rapidement, c'est le déblocage des frais de soutenance des masterants et doctorants. Là aussi, nous leur avons expliqué, le département n'a jamais bloqué des frais de soutenance. Par contre, nous n'allons pas payer à l'aveuglette. C'est exclu. Il faut être clair et ferme, diplomate et respectueux. Mais ce qu'il y arrive, c'est qu'on dit, ok, remontez-nous, vous êtes en phase de soutenance? Oui. Ok, remontez-nous les dossiers. On n'a pas tous les éléments. Quelqu'un qui dit, bon, moi je soutiens une thèse et qu'il n'y a pas un rapport de thèse ou des documents, des éléments justificatifs, qui atteste qu'il est là-dessus. On ne va pas se fier à une liste et mettre de l'argent à sa disposition. Et Madame la ministre a pris le soin. A pris, bon, vous savez, c'est un peu, je n'ai pas vraiment les chiffres exacts là de soutenance et tout. Parfois c'est au-delà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais ce qui est important de noter, c'est que Madame la ministre a financé tous ceux qui avaient des dossiers complets pour la soutenance. Et c'est nous-mêmes qui sommes demandeurs, parce que Madame la ministre a envoyé un courrier à toutes les IES, les institutions d'enseignement supérieur, pour leur dire, remontez-nous vraiment tous ceux qui sont en phase de soutenance, nous voulons les soutenir. Parce que qu'est-ce qui arrive? Ces gens qui soutiennent, ces enseignants ou ces étudiants qui soutiennent, viennent renforcer le système. Le système. Aujourd'hui, on est, d'après les statistiques, à peu près 3033 enseignants-chercheurs. Parmi ces 3033 enseignants, on n'a même pas 20% de docteurs. D'accord. Il est de notre responsabilité. Et pendant ce temps, le système dit que pour être vraiment un enseignant dans nos différentes universités, il faut avoir le grade de docteur. Il faut avoir le grade de docteur. Donc, il y a cet arbitrage qu'il faut faire, mais c'est de retenir encore une fois que ça n'a jamais été un blocage. Le paiement des subventions attend. Le point numéro 10. Mais ça, il y va d'ailleurs d'abord de notre taux de décaissement. Parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère, vous le savez, de la COPGI, ce qu'on appelle le contrat du COPGI, le contrat de performance avec le ministère et tout. Le taux de décaissement des différents départements est un élément d'évaluation. Donc, si nos subventions sont payées à temps, ben, ça vient un peu renforcer notre note, notre crédit. On leur a expliqué ça. Par contre, il faut que les uns et les autres sachent que nous sommes dans un ensemble de départements ministériels. Il y a le budget qui intervient, il y a un plan de trésorerie qui doit être pris en compte. Donc, il y a des choses qui sont indépendantes de nous. Ils ne dépendent pas directement de vous. Et le dernier point, ils nous disent l'immatriculation des contractuels à la Caisse nationale de prévoyance sociale. D'accord. Des contractuels à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Mais nous, on leur a dit. On a pris le soin de contacter la Caisse pour savoir, qu'est-ce qu'on fait de ce point-là? La Caisse nous a clairement dit que ça ne concerne que les fonctionnaires et les contractuels d'État. Donc, imaginez-vous, une institution d'enseignement supérieur recrute quelqu'un, un chauffeur par exemple, et on veut maintenant nous imposer que ce chauffeur-là aille à la Caisse. Et c'est sur la base d'un contrat. Donc, c'est sur la base d'un contrat avec l'institution. Oui, parce que la Caisse, c'est le secteur parapublic et privé, je crois. En tout cas, ils ne prennent pour les en fonctionnaires, compte, c'est la CNPS. Ils ne prennent en compte que, justement, c'est ça, c'est la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Là, CNPS. Exactement. Ils veulent que les contractuels soient à la CNPS. Là, c'est les fonctionnaires de l'État. Ou les contractuels d'État. Donc, voici un peu la quintessence de ces 11 points. Mais ce qui est important de savoir, c'est que sur la voie du CAMES, parce qu'il faut vraiment insister là-dessus, nous n'avons pas vraiment reculé. Nous nous sommes dit qu'il faut que l'assistanat, voie nationale, mais une fois qu'on est assistant et qu'on veut devenir maître assistant, maître de conférence ou professeur, à ce moment-là, allez vous frotter à l'international. Et vous êtes arrivé, je ne sais pas si ça une entente globale, parce qu'ils ont suspendu le mot d'ordre hier, ça veut dire que vous les avez rassurés. Et qu'est-ce qui est prévu par la suite? En fait, l'avis de grève a été suspendu parce que pas plus tard qu'hier à 20h, aux alentours de 18h et 20h, nous avons effectivement signé un protocole d'entente où tous ces points-là font maintenant l'œuvre d'une résolution. Nous nous sommes entendus sur la totalité des points et nous avons compris, et eux aussi ils ont compris, que c'était des points qui ne nécessitaient pas un avis de grève. D'autant plus que nous avons été très clairs.
le département n'a jamais été fermé. Si nos amis syndicalistes disent que depuis décembre 2022, ils sont en train de chercher un rendez-vous avec Madame la ministre, c'est vraiment incompréhensible. Parce qu'il vous souviendra qu'à Cancan, pour les Jeux universitaires, les syndicats étaient avec nous. Bien. Il vous souviendra aussi que pour la révision de tous les textes, notamment le premier, parce que c'est extrêmement important, on leur a dit sur ce premier point, sur lequel vous insistez, la signature du statut particulier, aujourd'hui à 15h, nous passons en plénière au CNT. Bien. À 15h. Nous leur avons dit sur ce point-là, on est arrivé là. Ils disent non, il faut qu'il soit signé. Mais nous, on ne peut pas tordre la main au CNT. Et même si le CNT, parce que c'est un projet de loi, si le CNT adopte le projet de loi, il faut que le projet de loi maintenant aille au niveau du président de la République pour qu'il soit promulgué. Bien. Il faut qu'il y ait un décret. Donc il y a un processus à suivre. On leur a dit, mais ils disent non, il faut absolument que le président signe. Mais mon cher ami, c'est un peu compliqué. Mais en réalité, c'est de bonne guerre. Le département n'a jamais été fermé. Ils ont compris que c'était un prétexte. Mais à l'issue de tout ça, notre responsabilité, encore une fois, nous l'assumons. Et nous avons trouvé un terrain d'entente. Et nous leur avons expliqué que le système de management a changé. Bien. Parce qu'ils disent non, on va signer ça, vous n'allez pas le... qu'est-ce qui nous prouve, etc., etc. Que vous allez respecter. Ce n'est plus le cas. Nous voulons des résultats. Bien. Madame la ministre veut des résultats. Elle en a déjà une pléthore sur lesquels nous allons revenir. Et en parlant de résultats... Mais les syndicats, je pense que ce sont nos partenaires et ils l'ont très bien compris. En parlant de résultats, on va donc justement y faire face tout à l'heure en termes de bilan à mi-parcours. Et vous avez donc là M. Tierno Amidou Ba, il est le chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation. J'allais dire Ibrahim Konsouma. Oui, quelle pourrait être aujourd'hui votre grande difficulté dans votre rapport avec les syndicats? Puisque j'ai comme l'impression que je ne comprends pas quelque chose. Le syndicat crie, de l'autre côté vous dites qu'il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il n'y a pas de mauvaise foi? Qu'est-ce qui ne va pas réellement dans votre rapport avec le syndicat, M. Ba? En réalité, c'est la première fois que nous sommes confrontés à cette situation depuis à peu près 20 mois. Et nous leur avons dit, s'il y a un problème de communication entre eux et nous, il faut qu'on règle ces problèmes-là et qu'on n'en fasse pas, c'est-à-dire comme s'il y avait vraiment péril en la demeure. Le premier problème, c'est un déficit de communication d'après eux. Bien. Mais, encore une fois, je vous l'ai dit, le département n'a jamais reçu de façon officielle un courrier demandant d'être reçu, une demande d'audience, etc. Oui, ils nous ont envoyé des messages, SMS. Ah, nous voulons vous rencontrer. Et d'ailleurs, il faut que je le rappelle, le 23 juin, monsieur le secrétaire général du syndicat devait rencontrer Madame la ministre le 23 juin 2023. Il m'a envoyé un message en off, mais encore une fois, ce ne sont pas des éléments administratifs. Nous ne pouvons pas fonctionner sur la base d'un texto. Nous sommes une administration. Quand il y a des choses importantes, il faut absolument, si on reçoit ça, vous pensez aujourd'hui qu'avec tout ce qui se fait, que si on reçoit un courrier disant « Ah, le syndicat souhaite rencontrer le département », que nous n'allons pas prendre des dispositions. Bien. Emmanuel Milimouno. La question justement que moi je souhaite poser, c'est que c'est vrai que si vous avez pu trouver rapidement une solution à cette plateforme revendicative, ça veut dire qu'elle ne nécessitait pas forcément un mouvement de grève. Est-ce que cette plateforme, elle est arrivée au département avant le préavis de grève? Est-ce que le syndicat, vous l'avez déjà adressé avant qu'il ne déclenche le préavis de grève? Non, en fait, ça va ensemble. Donc nous, du jour où on a reçu ce qu'ils ont appelé, en tout cas ce document-là, vous avez vu, c'est un document que nous avons reçu, nous informant que si d'ici le 17 juillet, donc de la date du 6 au 17 juillet, tous les 11 points n'étaient pas satisfaits, ben le 17, ils allaient en tout cas aller en grève. Donc nous les avons reçus le 13 et le 16, c'était un dimanche, nous les avons reçus encore une fois au département. Et comme on n'arrivait toujours pas à s'entendre parce qu'ils voulaient que tous les 11 points, y compris la signature par le président de la République, se fassent avant le 17, mais ils sont partis en grève. Et le lendemain, on s'est transporté au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique où l'inspection générale d'administration publique et l'inspection générale du travail, qui sont les médiateurs, avec la partie gouvernementale, nous avons encore eu 2 séances de travail avec eux, jusqu'à ce que tous les points soient... Et ce qui nous a un peu même retardé à la fin, parce que le document, les accords, on s'était compris. Dès le premier jour, ils pouvaient lever la grève. Dès le premier jour. Parce qu'ils avaient compris que le département est en avance sur eux. On leur a dit,
les établissements publics à caractère scientifique, nos universités. Nous sommes devant, nous sommes au niveau du CNT. Et le même jour, on nous a bousculé parce qu'on avait rendez-vous au CNT. Mais encore une fois, mauvaise foi ou pas, la responsabilité du département, c'est de les recevoir, de les écouter, d'être rationnel, de mais d'être constant, et de se comprendre. D'être constant dans la fermeté. Voilà. Alors oui, Bassekou. Oui, dans l'une des communications de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, elle a noté un point lié à la sécurisation des diplômes. Dites-nous aujourd'hui, vous êtes à quel niveau lié à ce dossier? Merci beaucoup, Monsieur Ba. En réalité, le point concernant la sécurisation des diplômes est un point qui s'inscrit dans un ensemble de réformes qui sont engagées dans le département et qui sont aujourd'hui en cours d'implémentation. C'est extrêmement important de le dire. Nous avons dépassé la phase de diagnostic depuis très longtemps. Nous avons compris quels sont les problèmes de notre système d'enseignement supérieur. Et nous avons compris que l'une des solutions à ces différents problèmes qui gangrènent notre système depuis des années, c'est le numérique, le digital, la dématérialisation de tous les process, pour ne plus que les uns et les autres soient lésés. Donc disons que nous sommes là maintenant dans votre bilan à mi-parcours. Oui, donc si vous permettez, je vais en tout cas revenir là-dessus de façon très globale, en commençant justement par ce pan-là qui s'inscrit dans le cadre de l'innovation. Voyez-vous, en venant, j'ai essayé de faire un peu une synthèse des différents, parce qu'il y a beaucoup de choses. Absolument. L'enseignement supérieur, la recherche scientifique, l'innovation, c'est beaucoup de choses. Donc au niveau de l'innovation, nous avons compris que c'est vraiment la solution aujourd'hui idoine et efficace pour permettre à nos systèmes d'enseignement supérieur d'être qualifiés. Il y va justement de la sécurisation des diplômes parce qu'un jour, je me rappelle, j'étais même sur votre antenne là où j'avais dit quelque chose concernant la délivrance des diplômes par des uns et des autres qui ne sont pas habilités à le faire. Et aujourd'hui, nous voulons casser ce rythme-là. Pour le faire, nous avons voulu uniformiser tous les spécimens de diplômes de nos institutions d'enseignement supérieur. Public ou privé en même temps? Les deux. Okay. Le privé fait partie intégrante de notre système d'enseignement supérieur, même si parfois, par exemple, on a compris, vous savez, nous voulons reformer, mais il y a de ces universités comme, je peux citer l'UCAO, l'Université catholique ou encore UNC, qui étaient très avancés aussi, il faut le reconnaître, dans le cadre de la sécurisation des diplômes et qui nous ont démontré par A plus B que leurs spécimens étaient sécurisés. Donc nous n'avons pas vocation à venir un peu renverser cette tendance-là, d'autant plus que ces universités, pour certaines, sont dans des ensembles aussi. Mais en ce qui concerne les autres, nous voulons maintenant que tous les spécimens soient identiques. Que tous ces spécimens-là soient sécurisés. Que vous et moi, à l'œil nu, nous ne pouvions pas vraiment identifier les éléments de sécurité qui sont là-dedans. Il faut des éléments, il faut des outils pour le faire. Mais aussi que quelqu'un qui se trouve à l'international, vous lui transmettez votre diplôme, qu'il ait aussi la possibilité d'aller sur une plateforme qui est développée aujourd'hui. Donc le lancement ne s'est pas encore fait. Pour pouvoir taper par exemple le nom de M. Bassekou, voir un peu qu'est-ce qu'il en est réellement. Pour que tout le monde, en tout cas, soit logé à la même enseigne. C'est un processus qui est aujourd'hui, comme vous le voyez, il y a eu un atelier. Et ce qui est important, c'est que tous les acteurs de notre système ont été conviés à ça. Mais au-delà de l'innovation un peu technologique, parce qu'il y a la sécurisation des diplômes, mais nous voulons aussi que nos étudiants là, parce qu'il vous souviendra que Madame la ministre revient toujours sur un point. Quand on lui demande, Madame la ministre, pour vous, c'est quoi l'étudiant de demain? Elle dit toujours que pour elle, l'étudiant de demain, c'est celui-là qui est employable tout de suite. Ça veut dire beaucoup de choses. Parce que pour que vous soyez employable, il faut d'abord que vous ayez étudié dans des conditions qui soient des conditions requises. Donc, il faut que les amphithéâtres, que les salles de classe, que les salles de TD, que les équipements soient là pour que vous soyez compétitifs. Mais au-delà, il faut que vous soyez préparé au marché de l'emploi. D'où l'innovation pédagogique avec 2 projets. Le projet concernant le statut étudiant-entrepreneur qui a été institué à travers un arrêté. Maintenant, nos étudiants auront la chance de continuer leur parcours en s'inscrivant dans ce programme-là d'étudiants-entrepreneurs avec des projets d'entreprise, des projets, ils seront accompagnés pour qu'au sortir de l'université... Donc ils seront déjà à l'université initiés à l'esprit entrepreneurial. Et puis très avancés dans leur projet de création d'emploi. Mais il y a aussi le projet alternance-emploi. Vous savez, alternance stage-emploi.
Aujourd'hui, oui, bon, on recrute des stagiaires de gauche à droite, etc. Mais l'institutionnalisation de ce process, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui en est aujourd'hui le pionnier. Nous voulons qu'au niveau de nos universités, avoir un partenariat fort avec le monde socio-économique pour que le monde socio-économique, d'abord à travers la réforme des programmes où ils sont associés, nous disent non, nous, tel ou tel programme ne nous convient pas. Nous voulons maintenant que les gens soient spécialisés en photovoltaïque, en énergie, etc., et qu'on mette en place ce type de programme et des étudiants. Donc que le secteur économique définisse les profils dont ils ont besoin. Il faut qu'ils co-construisent, et ce qui est en train d'être fait, tous nos programmes d'enseignement. Parce que c'est eux qui savent, aujourd'hui, au XXIe siècle, de quoi ils ont besoin. Donc, si ils mettent un peu, ils sont impliqués dans le process, on forme des étudiants, et après ça, le patronat qui s'est très bien impliqué dans ce projet-là, ben, ils vont pouvoir aussi absorber, entre guillemets, ces étudiants-là, en leur proposant des stages et tout, et puis des alternances au niveau. Diarra Guirassy. Par rapport justement aux réformes, moi je vais directement focaliser ma question là-dessus. C'est vrai que vous avez posé des actes allant dans le sens de corriger certains dysfonctionnements et ou manquements qui étaient jusque-là visibles dans les institutions d'enseignement supérieur. Quelles sont les autres grandes réformes que vous envisagez pour justement continuer à corriger tout ce qu'il y a comme problème dans ces institutions? Ça, c'est la première question. La deuxième, vous avez parlé du CAMES avec un combat que le département est en train d'imposer. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites pour justement encourager les potentielles candidatures pour ceux qui souhaiteraient justement candidater pour le CAMES? Parce que moi, j'ai pris langue avec des doctorants guinéens qui m'ont fait savoir que dans les institutions d'enseignement supérieur, le plus souvent, leur candidature se heurte à des, comment je vais dire ça, à des blocages. À des blocages, merci pour le terme, à des blocages de la part des recteurs d'université. Comment vous faites pour justement avoir une lisibilité et encourager ces individus qui viennent par leur propre canal, mais pas par le canal de votre département? Très bien. Si vous permettez, je vais commencer par la deuxième avant de revenir sur tout ce qui est réforme. C'est un constat. Hein, c'est un constat. Qu'est-ce que le département fait? Nous avons compris aujourd'hui que nos enseignants sont confrontés à pas mal de problèmes pour d'abord publier leurs écrits. Le département s'est engagé et aujourd'hui est très avancé et 4 revues sont créées par le département. Ces revues les revues scientifiques. Les revues scientifiques qui sont créées, qui permettront justement à nos enseignants de pouvoir publier. Et nous voulons nous battre justement avec le CAMES pour que ces revues-là passent même au niveau de ce qu'ils sont en train d'implémenter au niveau du CAMES dans le journal de ce qu'on appelle presse du CAMES ou un truc comme ça. Mais c'est un premier pilier qui permettra vraiment aux enseignants de faire. Le deuxième point sur lequel nous insistons vraiment, c'est d'accompagner financièrement aussi ces enseignants qui veulent aller au CAMES, et de les accompagner en les soutenant financièrement pour pouvoir en tout cas aller dans ce sens-là. Mais ce qui reste clair, c'est qu'aujourd'hui, il y a une volonté manifeste de régler tout ça. Ce que vous dites, que les recteurs ou les directeurs généraux, je ne peux pas le nier, je ne peux pas le confirmer. Mais ce qui reste clair, c'est que nous sommes à pied d'œuvre pour aujourd'hui qualifier notre système, pour renverser la tendance des 18%. Donc le nombre je sais pas, de nos enseignants qui passent brio les évaluations du CAMES, est-ce qu'ils sont passés d'un nombre inférieur avant vous à un nombre supérieur aujourd'hui? Un nombre supérieur. Quelles sont les statistiques? Je vais vous dire. Quelles sont les statistiques? Je vais vous dire. En fait, j'ai dit, en 2022, nous avons reçu 2 organisations du CAMES en Guinée. Ce qui a fait en sorte que la prochaine agrégation a reçu, il me semble, sous réserve de chiffres que je vais pouvoir vous confirmer s'il le faut, près de 52 personnes guinéennes se sont prêtées au jeu, y compris Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, qui a pu se reclasser cette fois-ci en 2022. Et il se trouve aussi que au niveau justement du CAMES, nous sommes en train de sensibiliser les autres secteurs, parce qu'il faut le reconnaître aussi, que la quasi-totalité de nos professeurs émanent de la faculté des sciences et techniques de la santé. C'est des médecins.
Il y a d'autres départements où nous devons aussi aller trouver des docteurs dans un certain nombre de départements. Donc, nous avons reçu au département... Donc, un système incitatif. Incitatif, mais aussi de sensibilisation. Parce qu'en réalité, je comprends que dans le passé, beaucoup se voient peut-être discriminés ou leur dossier est piétiné. Et justement, y a-t-il un mécanisme mis en place par votre département pour pouvoir répertorier les potentielles candidatures au CAMES? Exactement. Alors, vous me prêtez le flanc, ça me permet de rebondir sur une plateforme qu'on a mise en place, qui est effective, qui s'appelle la Plagec. C'est la plateforme de gestion des enseignants, chercheurs et chercheurs. Je vous ai dit, tant qu'on ne maîtrise pas le flux, tant qu'on ne connaît pas l'intrant, on ne peut pas savoir où est-ce qu'on s'en va. Aujourd'hui, à travers cette plateforme, la Plagec, tous les enseignants-chercheurs ont la possibilité de s'inscrire là-dessus. Et puis, tous les appels, y compris la formation des formateurs, se passent désormais au niveau de la Plagec. Bien. Donc, nous voulons les maîtriser, connaître leurs problèmes, mais aussi les rassurer que le département est là pour rehausser, inverser la tendance de la faiblesse du taux de nos qualifiés. Lincoln, après cabinet. Je ne sais pas concrètement pour le Guinéen lambda, en 20 mois, combien de salles avez-vous rénovées, combien de salles avez-vous construites, puisque nous apprenons que à Sonfonia, par exemple, les salles rénovées sont à l'actif des ONG et pas vous. Confirmez-vous ou infirmez-vous cette information? Ah ben, s'il y a des salles qui sont rénovées par des ONG, il faut s'en féliciter aussi. Parce que nous, en fait, les ONG ne sont pas des adversaires. Et nous pensons aussi que si l'université peut aller, et doit d'ailleurs, avoir des partenariats publics-privés pour, refaire, restructurer, réhabiliter, construire et faire des extensions, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que le département a fait? Aujourd'hui, dire que le département n'a pas fait grand-chose dans le domaine des infrastructures, c'est soit connaître, ne pas connaître ce qui a été fait, ou être de mauvaise foi. Bien. Aujourd'hui, regardez, prenez un exemple. L'université de l'Abbé. Tout le monde a vu sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui a été fait. L'université de Kankan. Les gens ont vu. À l'ISEG, plus proche d'ici, les gens ont vu. Toutes les salles qui sont en train d'être rénovées. À Farana, il faut aller voir. Et le projet phare du département, qui est le projet des 4 universités, qui est un projet avec, qui est très avancé pour l'université de Sonfonia. On est à quel stade? Aujourd'hui, nous sommes à la phase de décaissement du premier montant qui permettra à l'entreprise de pouvoir commencer. Mais ce projet, je vous assure, l'université de Sonfonia, l'université de l'Abbé, de Kankan et de Zérékoré, le projet d'extension et de réhabilitation, ça ne touchera même pas l'existant. L'existant sera là. Mais il y aura d'autres infrastructures qui vont venir se greffer à ça. Donc, d'infrastructures modernes. Monsieur Lincoln, il y a vraiment beaucoup d'avancées. Mais compte tenu du temps, si vous voulez, je pourrais même vous envoyer, parce que nous nous inscrivons dans une logique de transparence, un état de tout ce qui a été fait au niveau des infrastructures. Les équipements, parce que ça c'est important. Ce qui a toujours manqué à nos étudiants, ce sont des équipements. Moi qui vous parle, quand j'ai été en France en 2009, je n'avais jamais vraiment touché. J'étais en télécommunication ici. Je suis allé là-bas faire électrotechnique automatique. Je n'avais jamais touché à des équipements de laboratoire. En dehors des cours théoriques. En dehors des cours théoriques, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut avoir. C'est pour cette raison que l'équipement de nos différents laboratoires est aujourd'hui effectif. Et à Gamal, on a d'ailleurs reçu des équipements. Et nous voulons aussi vraiment que notre système d'enseignement supérieur soit harmonisé sur le fait que vraiment nous nous inscrivons dans ce sens-là. On n'a pas vu le temps passer. Comme vous l'avez dit, le secteur de l'enseignement supérieur, il est assez maousse. C'est beaucoup de piliers. On ne peut pas tout débattre aujourd'hui, ce n'est qu'un début. Et on va terminer sur la note des nouveaux étudiants que vous allez recevoir. Vous avez dit qu'on va partir de 9 000 de l'année dernière à 25 000, n'est-ce pas? À peu près. Alors, en termes de capacité d'accueil, est-ce que c'est bon ou est-ce que vous avez déjà des stress, des maux de tête pour accueillir ces étudiants-là? Stress, maux de tête, ça c'est notre quotidien. Ça, je vous le dis tout de suite pour tous les sujets. Mais en fait, il y a le stress optimal. Nous sommes vraiment, nous nous inscrivons dans cette logique-là. Aujourd'hui,
il y a une commission qui va s'occuper à faire la refonte de Goupol parce que nous voulons vraiment améliorer le système. Et puis, il y a cette commission-là en fonction de la capacité d'accueil parce que ce sont les universités qui remontent les capacités d'accueil. Et puis, il y a un système de quotas. Nous sommes dans ça. Nous avons commencé depuis bien avant même les résultats du bac pour pouvoir justement aller aussi très rapidement dans ce sens-là. Donc, peut-être pour terminer, je voudrais rappeler aux uns et aux autres que notre système d'enseignement supérieur doit s'inscrire dans une logique de qualité. Et la logique de qualité ne peut pas se faire sans la rigueur, sans la persévérance. Nous avons l'enseignement supérieur, nous avons la réforme des programmes, nous avons la formation des formateurs, nous avons la réactualisation des textes statutaires de tout le département, parce qu'il y en a ici parmi nous qui sont dans des universités dont le nom n'est pas conforme. Nous avons des projets en innovation, la recherche scientifique. Nous avons aussi retrouvé notre place au niveau de la coopération internationale. Je voudrais tout simplement dire aux uns et aux autres que ces réformes-là vont nous mener vers ce que nous devons être au sein des instances aussi bien nationales qu'internationales. L'enseignement supérieur, de la rigueur, évidemment, au plan personnel, il le faut. Je vous fais une petite confidence. Par exemple, au plan personnel, nous, il m'a été toujours demandé de s'approcher à l'université pour venir être assistant et tout le reste. Personnellement, je l'ai refusé parce que j'estime qu'il faut passer le cap qu'il faut pour venir se dresser devant des étudiants et professer. Quand on n'a pas ces qualités-là, ce serait tout simplement une sorte de, si vous voulez, de tromperie, de duperie. Et ça, notre système d'enseignement supérieur n'a pas besoin. Sur ce plan, je suis parfaitement d'accord avec vous. Cabinet, en 30 secondes, on est complètement hors temps. J'ai envie de dire que la plus belle invention que le ministère a faite, c'est d'avoir sécurisé et tracé par la méthode blockchain les diplômes. C'est extrêmement important. Il faut sécuriser les diplômes parce que ces diplômes-là, vous avez vu le dernier rapport de l'IGE, sur les faux diplômes. Il met en avant donc ces diplômes-là. Bravo pour vraiment la méthode blockchain parce que c'est la meilleure dans ce domaine. Voilà, merci cabinet. Merci à tous, c'était tout pour ce numéro. Et puis demain, vous aurez l'équipe du samedi. Au revoir.